On va recevoir notre invité du jour, le professeur Adolphe Voto. Professeur, venez. Venez, on est en direct. Allez, je vous ai dit, on va parler des embouteillages. Ça sera une émission pédagogique aujourd'hui. Bonjour, professeur. Bonjour, Jessica Basseli. Vous allez bien? Très bien, ça va. On va s'installer. Professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTT. Mais ici, vous êtes beaucoup plus comme professeur. Vous enseignez à l'UNISIC, ex-IFASIC, mais également à l'école de guerre de Kinshasa. Oui, tout à fait. La question, avant qu'on parle embouteillage, vous enseignez quoi à l'école de guerre? La communication. Mais ça sonne d'abord bizarre quand on dit école de guerre. Hein. Dans la tête du commun de mortel, quand on parle d'école de guerre, on voit directement la guerre, mais bon, vous enseignez quoi? Mais la guerre, c'est aussi la communication. Ok. Et donc, un officier supérieur qui est dans le commandement ou bien qui est dans les opérations est appelé à communiquer. Il peut être dans une situation où tout le monde a fui. Il prend une ville, c'est lui à qui tout le monde se réfère. Il n'y a plus d'autorité civile, donc c'est lui qui doit assurer la population, c'est lui qui doit donner l'information au grand public par les médias. Et donc tout le monde le regarde, donc il doit être préparé, sinon, s'il ne communique pas bien, il peut créer des problèmes. C'est un peu ça ma mission. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement sur les champs de bataille, mais la guerre est aussi informationnelle et communication. Allez, on va parler embouteillage, on va parler route, mais pourquoi vous vous intéressez aux embouteillages et aux routes de Kinshasa? C'est un domaine de recherche dans ma discipline, la communication. Au fait, vous connaissez Jean-Pierre Bemba. Il est ministre au gouvernement de quel Transport et voies de communication. Ouais. En fait, les routes font partie de la communication. Les routes servent à nous rapprocher, à interagir. Et donc, les routes également font partie des sciences de la communication. Il y a même une sous-discipline de la communication qu'on appelle la proxémique, par un savant américain, E.T. Hall, qui définit la proxémique comme une sous-discipline de la communication qui s'intéresse à la distance entre les humains, ainsi que leur agglomération. Voilà, c'est là-dedans que j'évolue également. Alors, le commun de mortels, les Quinois qui circulent dans les routes de Kinshasa, c'est dit aujourd'hui les embouteillages, quelle est la cause et la solution à ces embouteillages. Vous nous amenez sur ce plateau avec un tableau, mais nous on s'est dit que les embouteillages, pour régler ces problèmes d'embouteillage à Kinshasa, il faut construire les routes. Mais c'est quoi la solution? Vous amenez un tableau pour enseigner, mais ça ne serait pas la solution. Avant de construire, il faut remonter plus loin. Il faut savoir pourquoi il y a des embouteillages. Sinon, on se mettrait à construire des routes qui ne répondraient pas à la préoccupation. Et donc, Kinshasa, c'est une ville qui a une histoire. C'est la capitale de la République démocratique du Congo, hier la capitale du Congo belge. Et donc, Kinshasa a été conçu selon une philosophie par les colons. C'est à 60, lorsque nous avons l'indépendance, Kinshasa a peu près 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers près de 20 millions, autour de 17 millions d'habitants. Mais nous continuons à évoluer dans une ville qui a été conçue, pour 1 million d'habitants, avec les mêmes infrastructures. Nous continuons à évoluer dans une ville qui a été conçue pour les colons, dans la philosophie de protéger le colon. Et donc, c'est un peu cette recherche-là que je suis en train de faire, que je voudrais partager avec vous. Alors, on va découvrir votre recherche. Je vais vous donner l'occasion. Hein. Le tableau est là. Moi, je vais activer... on va faire ça. Merci beaucoup. Allez, j'active. On y va. Moi, je vais suivre le cours, mais vous allez accepter que je puisse vous interrompre de temps en temps. Bien sûr, pour bien on est dans comprendre. l'interaction. Alors, je disais que Kinshasa, c'est une ville qui a été construite d'abord pour les colons, pour les Blancs. Et donc, à Léopoldville, le quartier résidentiel des Blancs, ça s'appelle Kalina, aujourd'hui la Gombe. Okay. Supposons que nous sommes à la Gombe. Voici la Gombe. Alors, ce quartier résidentiel, parce que c'est le quartier le plus important de la ville, les colons, il y a tout concentré. C'est d'abord la... C'est les centres d'affaires aujourd'hui. Voilà. Hier, d'abord, nous sommes dans une approche historique. Okay. Donc, c'était les résidences des Blancs, mais c'est aussi les centres administratifs. Tous les services de l'État importants sont à la Gombe. C'est aussi le grand marché, le plus grand marché de Kinshasa. Mais c'est aussi
une concentration de tout ce qui est banque, tout ce qui est des grandes écoles. À part l'université de Kinshasa, le Moamba, toutes les grandes écoles, c'est à la Gombe ou aux environs. Vous prenez l'INA, l'IFASIC, l'ISC, ISP, Beaux-Arts. Donc tout se concentre à Gombe. Tout c'est à la Gombe. Mais il y a d'autres services. Donc tout le monde qui a besoin de quelque chose d'important doit venir le chercher à la Gombe. Mais déjà à l'époque du colon, quand ça fonctionne comme ça, on ne va pas à Kalina qui veut. Vous ne pouvez aller à Gombe que si vous avez de bonnes raisons. Et pour aller à la Gombe, vous devez avoir votre carte. Soit votre carte de service, soit votre carte de résident. Dans votre résidence, ce sont des Blancs. Et donc, d'abord, la Gombe a été conçue pour la sécurité des Blancs. Et ils ont mis des dispositions pour assurer leur sécurité. La première disposition, c'est que ça, c'est la Gombe, le quartier des Blancs. Et le reste, c'est le quartier des indigènes. Hein, quartier des indigènes. Et tous les quartiers des indigènes, qui est le gros de la ville, pour aller là-bas, le blanc ne veut pas être en contiguïté, donc directement en contact avec le noir. Et donc, on a créé une zone tampon qui les sépare. Cette zone tampon qui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est les Kankokolo. Okay. Les Kankokolo. Après les Kankokolo, vous voyez tout l'espace constitué des écoles catholiques et de la cathédrale Notre-Dame, les écoles, la cathédrale. Ça se poursuit avec le terrain de golf. Ouais. Il y a le terrain de golf. Ça poursuit avec le marché central. Pas seulement le marché, mais tout le bloc commercial, jusqu'à pratiquement vers Bralima. Donc, cette zone-là, c'est une zone inhabitée. Donc, les Blancs sont à la Gombe. C'était à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est habité. Mais pour comprendre comment la ville fonctionne, il faut comprendre ça. Même aujourd'hui, ce n'est pas habité. Golf n'est pas habité. Kankokolo, c'est habité, mais c'est habité, je dirais pourquoi, c'est habité par les militaires. Ces jours, il y a un communiqué qui dit qu'il ne faut pas traverser les Kankokolo. Ouais. Donc, les écoles, ce n'est pas habité. Golf, ce n'est pas habité. Les marchés centrales, ce n'est pas habité. Toute la zone comme ça, ce n'est pas habité. Donc, il y a tout un bloc qui ceinture la Gombe, qui isole la Gombe du quartier des Noirs. Tout ça, c'est pour la sécurité du Blanc. Donc, la ville est construite pour les Blancs, pour protéger les Blancs. Non seulement il y a une zone tampon entre les quartiers populaires et la Gombe, mais pour entrer à la Gombe, il y a quelques routes seulement. Vous connaissez bien la route que moi, la Kinshasa que moi. Les routes, c'est, par exemple, je prends le stylo rouge pour le feutre rouge, pour que ce soit clair. Il y a Poilou. Okay. Il y a quoi encore? Il y a Flambeau. Il y a Kassai. Il y a Bokassa. Il y a Wangata. Il y a Willery. Il y a 24. Et puis il y a Mondjima. C'est une route d'accès à la Gombe. Route d'accès à la Gombe. À l'époque, peut-être on peut dire que c'est beaucoup de routes. Aujourd'hui, ça paraît obsolète. Non seulement ils ont construit des routes pour entrer à la Gombe, mais ces routes-là sont contrôlées. Sur chacune de ces routes, au moins entre deux routes, il y a un dispositif policier. Parce que les Blancs, ils colonisaient, mais ils vivaient dans la peur. Il dit que ces gars, ils peuvent se révolter un jour et nous sommes en difficulté. Alors, on a mis des camps militaires partout sur ces routes-là. Okay. Si vous prenez Poilour et Kassai, il y a le camp Ndolo, qui est à l'aéroport de Ndolo. Ouais. Si vous prenez Willery, il y a le camp de Fungola, qui a été construit déjà à l'époque. Hein. Si vous prenez 24, il y a le camp Kokolo. Si vous prenez vers Kitambo, ceux qui viennent de Kitambo, déjà il y a le camp Tchatch en amont, qui a été construit déjà à l'époque. Ce n'est pas Mobutu qui a construit le camp Tchatch. Le camp Tchatch existait, ça avait un autre nom, je crois, mais ça existait déjà. Et puis vers Ngouma, en avant là, vers Kitambo, il y a un camp de policiers. Le camp Loano. Le camp Loano, voilà. J'ai jamais fait attention. En fait, j'ai remarqué aujourd'hui que pratiquement tous les voies d'accès, il y a toujours un camp militaire. Oui, parce que vous ne bougez pas. OK. Donc la ville a été conçue comme ça, pour la maîtriser.
Voyez-vous? Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, quelque part, ils peuvent boucler la ville en moins de temps. On n'a pas besoin de beaucoup de militaires pour faire ça. Un peloton seulement peut bloquer tous les indigènes. Donc la ville a été conçue comme ça. Donc j'ai parlé de la concentration des services à la Gombe, qui oblige tout le monde à aller à la Gombe pour chercher soit de l'argent, soit un diplôme, soit je ne sais pas quel papier. Il y a la zone tampon. Et j'ai parlé également de routes qui sont contrôlées. Mais la ville fonctionne non seulement c'est concentré comme ça, ce qui fait que la ville fonctionne en sens unique. Même si les Blancs n'existent pas, n'occupent pas la Gombe aujourd'hui, mais nous avons gardé cette configuration. Ce qui fait que tous les jours, chaque matin, toute la ville converge vers la Gombe. Et chaque soir, tout le monde rentre. Tout le monde rentre dans des quartiers de la cité. Et même ça, la ville a été construite pour qu'elle soit contrôlée. Je vais vous démontrer. Excusez que je fasse des tableaux. Donc, tout a été conçu pour contrôler la ville. Malheureusement, 60 ans après, ou plus de 60 ans après, nous sommes restés dans cette configuration-là, que nous avons hérité du blanc. Et donc, ce qui fait que chaque jour, lorsque nous nous réveillons, tout le monde prend rendez-vous à la Gombe. Et non seulement nous prenons rendez-vous à la Gombe, mais la ville, toute la ville de Kinshasa fonctionne comme un sablier. C'est pourquoi j'ai amené un sablier. Un sablier, c'est cet instrument qui garde tous les sables d'un côté. Quand je renverse, vous voyez, les sables ne passent pas totalement. Les sables passent par un couloir et petit à petit. Ça fait une concentration au milieu. En fait, les sabliers, c'est deux entonnoirs. Il y a un entonnoir ici, il y a un entonnoir là-bas. Et donc, pour passer de cet entonnoir vers le deuxième entonnoir, il y a une pipe au milieu, qui est un couloir par lequel je suppose que ces sables-là, c'est la population de Kinshasa qui doit s'engouffrer. Comment ça se présente? Kinshasa a deux zones. Il y a l'Est et l'Ouest. Et c'est divisé exactement. Il y a 24 communes qui se sont réparties exactement en 12 communes à l'Est et 12 communes à l'Ouest. Et pour traverser de l'Est à l'Ouest, Kinshasa s'engouffre dans un couloir. L'Ouest, c'est quoi? L'Ouest, c'est les grands Tark. Je suis encore là-bas. Les grands Tark qui est l'avenue Kasavubu. Ça, c'est l'avenue Kasavubu. Kasavubu, ça commence à la Gombe. Nous avons ce champ de stylo. Vous connaissez, il faut m'aider. Hein? La mémoire est faible. Nous avons la Gombe. Nous avons Barumbu. Nous avons Lingwala. Nous avons Kinshasa. Nous avons Kasavubu. Nous avons Ngiringiri. Nous avons Bandal. Nous avons Ngaliema. Oui. N'est-ce pas? Donc, si nous faisons le compte, ça fait à peu près 12 communes. Nous avons Kalam un peu plus bas. Et puis Gombe, elle-même. Là, c'est Kasavubu qui traverse toutes ces Kasavubu traverse, passant de Gombe, Victoire, et puis ça remonte. C'est un arc, c'est comme un bassin, Kasavubu. Et dans ce bassin-là, vient se déverser une grande avenue qu'on appelle 24 novembre. 24 novembre. Qui vient de Ngaliema, Mongafula, que je n'ai pas cité. Mongafula. Si vous faites les comptes, ça fait à peu près 12 communes. Donc, il y a une grande avenue qui vient déverser tout ce qui part de Mongafula, une grande commune. Mongafula, Ngaliema, ça les prend tous, qui vient les déverser ici. Ici, c'est la jonction de Kankokolo. Le rond-point, comment on appelle ça? Sosimat? Non, pas Sosimat. La cathédrale du centenaire. Le rond-point 24 novembre, oui. Voilà. Et de là, ça prend
triomphal. On arrive ici au rond-point Pongabi et s'en prend Sendwe. Donc, pour traverser de l'ouest et aller vers l'est, la voie obligée, c'est là. La seule exception, c'est bypass. Même si vous prenez Victoire, mais vous êtes coincé. Donc, tous ces gens ici, rendez-vous 24 novembre, triomphal, Pongabi. Ouais, pourquoi je parle du sablier? Alors, la zone est, c'est la même chose. La zone est, la plus grande avenue, ici nous sommes Sendwe, Saint-Raphaël. La plus grande avenue, c'est l'avenue Lumumba. Boulevard Lumumba. Et puis une autre grande avenue, c'est l'université. Et dans ces zones-là, il y a toutes ces communes qu'on peut avoir. Il y a des communes qu'on n'a pas citées ici, par exemple Bumbu, n'est-ce pas? Bumbu, Makala. Voilà. Kalamou un peu plus bas, Kalamou devrait être ici. Alors ici, nous avons... Je vous en prie, merci beaucoup. C'est le rôle des assistants. Alors ici, nous avons les communes. Nous avons d'abord la grande commune de la Sélé, la Kikole. Nous avons Massina, Ndjili. Aidez-moi, hein, vous connaissez les communes. Nous avons Lemba. Matete, on a déjà cité Matete. Matete, Kinsenso, Ngaba. Makala, on avait déjà cité au-dessus. Makala est à cheval. Hein. Oui. Makala, oui, parce qu'ils viennent par là. Ouais. Ah ouais, à l'université, oui. Makala, voilà, Massina et Limete. Bon, il faut de l'autre côté. Donc, si vous comptez très bien tout ça, comme ça fait à peu près 12. Oui, ça fait 24 communes, la ville de Kinshasa, 12. Ouais. 12 à l'ouest, 12 à l'est. Et tous ces gens ici, lorsqu'ils veulent aller vers la Gombe ou aller à l'ouest, ils doivent emprunter Lumumba. Il n'y a pas une autre voie. L'exception faite peut-être poids lourd. Oui, j'allais citer le poids lourd. Le poids lourd, c'est par rapport à Lumumba. Exception faite à poids lourd. Mais sinon, tout le monde doit emprunter Lumumba. Et tous ceux qui viennent de Lemba, Makala, Ngaba et tout ça, ils prennent l'université et rendez-vous Saint-Raphaël. Saint-Raphaël pour négocier à aller vers la Gombe. Et ils prennent rendez-vous dans la même pipe. Ça, c'est une pipe. La même pipe qui est l'avenue Saint-Louis. Et chaque matin, c'est ce rendez-vous-là. Chaque soir, c'est ce rendez-vous-là. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas innocent. Le Blanc a construit ça pour lui. Les colons ont construit ça pour contrôler la ville. Parce que les Blancs étaient toujours sur le qui-vive. Ils savaient qu'à tout moment, ces gens ici, qu'ils soient de marteler, qu'ils soient de fouetter, qu'ils soient d'exploiter, ils peuvent se révolter. Et donc, s'ils se révoltent, c'est facile à contrôler d'abord. Vous voyez que de ce côté, le dispositif de sécurité n'est pas renforcé. Ouais. Là, il n'y a pas de camp militaire. Il n'y a presque rien, parce que le problème, c'est pour protéger la Gombe. OK. Alors, tous les camps ceinturent la Gombe. Mais avec cette configuration, on n'a même pas besoin de beaucoup de militaires. Vous savez, il suffit, puisque vous me parlez de l'école de guerre, je ne vais pas trahir Kinshasa ici, mais c'est une émission pédagogique. Ici, vous regardez, si on place seulement 2 militaires ici, 2 seulement, hein, avec un MAG fourni, 2 militaires seulement ici. On place 2 militaires, bon, je parle de policiers, c'est la ville. On place 2 policiers bien garnis ici, 2 policiers ici, 2 policiers à Saint-Raphaël, 2 policiers à l'entrée de Poids-Lourd. Poids-Lourd, ouais. Vers la gare centrale. La ville est paralysée. Donc une section de 10 personnes, ils prennent la ville. Personne ne bouge. Mais si ça tire là-bas, vous venez comme ça, vous faites quoi? Passez pas. Vous venez comme ça, vous ne passez pas, là c'est bloqué. Et donc la ville a été conçue comme ça par les colons pour maîtriser la ville. Et donc chaque matin,
les gens quittent ici, ils s'engouffrent, ils arrivent là. Merci beaucoup. Ils arrivent là, et ça fait des colonnes. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à fonctionner. C'est la même chose, depuis 60 ans, c'est la même chose. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Donc il faut repenser la ville. Cette ville qui est grande, qui est occupée à peu près de 20 ou 30%, toute la partie est qui est inoccupée. Et donc on est là à se bousculer. J'apprécie la mesure prise par la ministre des Affaires foncières qui interdit qu'on puisse découper des parcelles de 5 mètres. Et on se bouscule ici alors qu'il y a de l'espace. Et donc, pendant tout ce temps, l'État n'a pas pensé à désengorger la ville, à créer de voies pour que... on est tous là, on vient comme ça, comme dans un entonnoir, on passe et puis on repart. Mais bon, entre-temps, l'urbanisation de la ville n'a pas suivi. C'est aussi le grand problème aujourd'hui. L'urbanisation de la ville n'a pas suivi. On est resté dans la configuration nous est laissée par le colon et nous, chacun construit à sa manière. Et... Mais justement, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités pesées parce que, pour moi, la grande solution, c'est vrai que ce qui est fait a été fait. Mais on est obligé de trouver des solutions. Pour moi, la grande solution à la circulation à Kinshasa, c'est le train. Celui qui a conçu cette ville, c'est lui qui a conçu le Congo. On ne parle même pas de Léopold, il s'appelle Stanley. Léopold n'a jamais mis pied au Congo. C'est Stanley qui a parcouru le Congo, c'est Stanley qui a commencé le projet de la construction du Congo. Et il a prononcé une phrase que nous avons oubliée. Il dit, sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Et il s'est investi à bâtir ce chemin de fer de Kinshasa à Matadi, pour lequel on l'a appelé Boula-Matari, parce que c'était impossible. C'était des pierres. Et il a pu affronter les pierres, casser les pierres pour faire passer les chemins de fer. Aujourd'hui, dans la configuration de Kinshasa, et les chemins de fer, c'était prévu aussi la partie urbaine. Et donc, non seulement sur le plan national, on a imaginé, mais ce qu'on a fait, ce n'est pas possible. On a détruit les chemins de fer, on a oublié les chemins de fer, on a préféré transporter le matériel, les marchandises par le véhicule. Même les chemins de fer à l'Est, SNCZ. Donc les gens ont préféré créer leurs entreprises, transporter les marchandises par leur véhicule et laisser détruire la SNCZ. Ça, c'est un crime. Donc aujourd'hui, ça nous rattrape. Nous sommes obligés de ramener les chemins de fer, non seulement pour Kinshasa, Matadi. Pourquoi? Pourquoi Kinshasa, Matadi? Parce que Kinshasa, ce n'est pas seulement la capitale, mais aussi, ce pays, il est enclavé. Le pays est enclavé et à l'époque, le pôle 2 a négocié une sortie sur Banana. Donc, toutes les marchandises qui concernent la province de Bandundu, la province de l'Équateur, même la province orientale, la grande province orientale, toutes ces marchandises qui viennent d'Europe passent par Kinshasa. Donc Kinshasa, ce n'est pas seulement pour les Kinois, c'est pour tous les territoires d'arrière-pays. Et donc, toutes ces marchandises qui doivent venir de Matadi, de Boma, doivent passer par Kinshasa pour continuer la route pour aller vers le Bandundu. Et donc, la ville telle qu'elle est conçue, ça ne passe pas par les périphéries, ça passe en pleine ville. En pleine ville, ouais. Les remorques, puisqu'on a refusé les trains, ce sont les remorques, et des centaines et des centaines de remorques doivent traverser Kinshasa et déposer les marchandises sur le bateau pour que ça continue. Ça, c'est encore de sérieuses causes d'embouteillage. Pourquoi je salue l'initiative qui a été prise pour construire la rocade, pour que le remorque ne passe plus dans la ville. Les remorques doivent passer parce qu'il faut nous devons basculer la ville. Contourner, ouais. Hein? La ville doit bouger comme ça, partir de l'ouest vers l'est. Et donc, les véhicules qui partiraient de Matadi, qui n'ont pas de raison d'entrer dans la ville, peuvent contourner, aller directement, puisqu'aujourd'hui, les centres industriels, ce n'est plus limité, c'est maintenant à Maluku, et ces véhicules doivent contourner, déboucher, aller directement vers Maluku, sans déranger la ville. Et partout dans les grandes villes, c'est comme ça. Quand vous voulez passer vous voulez voyager, vous n'êtes pas intéressé à entrer dans une ville, les villes sont à l'intérieur. Vous passez par l'autoroute et vous continuez votre route. Parce que si vous rentrez dans les villes, vous allez traîner. Et donc la rocade, là, c'est important pour que les gens qui viendraient du Bas-Congo,
de Matadi ou de Boma, qui n'ont pas de raison de passer forcément par Matadi Kibala, parce que c'est ça l'enfer. Ouais. Donc, ils passeraient directement pour aller soit vers Ndjili ou bien à la limite vers Limité, aller vers Limité. Alors moi je voudrais qu'on revienne maintenant sur, vous disiez tout à l'heure que la solution serait le chemin de fer, le train ou le métro. Mais le train, le métro, il passerait où? Parce que tout le monde s'est concentré, tout le monde a ses activités en ville et on a l'outil chacun à sa manière. Et... Non, on n'a pas de choix. La solution, c'est le train. Sinon, la ville va s'arrêter. Et le plus tôt, c'est le mieux. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer le manque à gagner économique lorsque nous traînons dans les embouteillages. Les affaires, c'est quand les gens se rencontrent. Les affaires, c'est l'argent. Je ne peux pas traiter avec vous les affaires au téléphone. C'est pourquoi les gens vont au restaurant, ils se rencontrent, ils mangent pour parler affaires. Mais si on ne se rencontre pas, pour si je ne peux pas voir tes tics, ton visage, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'on peut signer avec lui? Si déjà, on prend rendez-vous en ville dans un restaurant, je ne sais pas arriver en ville. Donc ce jour-là, on ne signe pas, on ne conclut pas. Et donc, c'est de l'argent qu'on paye tous les jours dans les embouteillages. Je ne parle pas des écoles pour les enfants. Je ne parle pas de ceux qui vont dans le bureau pour travailler. Et donc, la solution, c'est les trains. Et ça, les colons, aussi méchants qu'il est, avaient prévu. Vous voyez, partout le colon a tracé des routes, il y a des espaces qu'il a laissés. Ouais. Et les gens construisent cet espace-là, notamment pour le train. Aujourd'hui, les gens ont construit la voie de l'Onatra. Mais c'est des méchants. Et les gens pensent que, puisqu'il a construit sa maison, donc cette ville est condamnée, il n'y aura pas de train, mais il y aura de train. On va casser. Je sais que même le gouverneur qui hésite aujourd'hui, il y aura un jour où on va te dire non, trop, c'est trop, on doit casser. J'ai dit que non seulement ils sont méchants, mais c'est même des sorciers. Vous pensez que parce que vous avez grandi dans cette ville, vous connaissez cette ville, c'est l'espace de l'Onatra pour les trains, et vous pensez que vous avez acheté. Vous l'avez acheté de qui? Vous ne saviez pas. Donc, on doit forcément casser et construire les trains. Parce que si vous avez reçu un responsable de Métrokin ici, si les trains passent, prenons seulement Ndjili, mais ça doit aller jusqu'à Maluku, de Maluku passant par Ndjili jusqu'à Kitambo, ainsi de suite, mais ça, tout le monde va passer par là, à chacun à son niveau va sortir pour rentrer dans la ville comme des bouches, comme ça existe ailleurs. Et ça, c'est déjà une grande un passage de train, mais c'est à peu près une centaine de bus. On n'a pas besoin d'une centaine de bus à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment obligatoire. Ceux qui ont construit sur le chemin de l'Onatra, il y en a qui ont été assez méchants pour même déterrer les rails et mettre la maison. Il y en a qui ont carrément construit sur les rails. Mais c'est vraiment de la méchanceté. Aujourd'hui, on n'a pas de choix. On est obligé de remettre les trains. Et c'est possible. Et les trains, c'est un gros investissement. C'est pas construire une maison. Donc, il faut commencer. Ça nous prendra peut-être 2 ans ou 5 ans, mais il faut commencer obligatoirement. Donc, si on a le train le long du fleuve, si on a la rocade, je crois que ça peut déjà être un début de solution. Mais à l'intérieur même, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des routes qu'on doit réhabiliter. Est-ce que la solution aujourd'hui ne serait pas carrément déplacer les centres-villes de Kinshasa? Oui, c'est une autre solution, mais ça ne va pas seul. La solution est systémique. Il faut attaquer à plusieurs fronts à la fois. Si on déplace la ville, c'est-à-dire qu'on résout le problème de Gombe, il faut décentraliser les services, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Regardez, Mouzé, quand il vient, il constate la même chose et il propose de construire un marché le marché de la liberté. Marché de la liberté. Et vous savez que par les gens ne sont pas allés, les gens sont restés sur le marché central. Oui, mais il faut faire des études. C'est pas prendre la va-vite comme ça. Pourquoi les gens ne préfèrent pas aller au marché de la liberté, ils viennent venir jusqu'en ville? Ouais. Mais il faut les interroger, il faut faire des enquêtes. Pourquoi? Par exemple, on est dans une société de débourradise. Donc quand quelqu'un vient en ville, c'est presque le même prix pratiquement là-bas et ici. Mais quand il vient en ville, parce que quand il va en ville, il va les poches vides. Il va d'abord faire la débourradise en ville et après il va acheter. Voyez-vous? Ok. Oui. Donc le petit qui vient soit te cirer les chaussures, soit te vendre de l'eau, soit il vient parce que là, il n'y a pas de clientèle.
il sait que là-bas, je ne veux pas avoir des gens qui vont tirer les chaussures à Massina. Je viens chercher les gens qui vont... J'ai pris les chaussures à Gombe, j'ai de l'argent, et puis je vais au marché central. Il y en a. Tous les showmakers sont dans la ville. Bon, je vais voir Jesse, je sais qu'il va terminer l'émission à 9h. Je viens l'attendre à la porte. Et quand il me donnera que c'est alors que je pourrais aller vers... Donc si je reste à Massina, je n'ai pas d'argent en poche. Tout ça, il faut étudier. Mais, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il faut basculer la ville. Il faut voir, ce n'est pas tous les services qu'on doit décentraliser. Il y a des services qu'on peut décentraliser comme les banques. Maintenant, c'est une bonne chose, les banques se décentralisent. On voit de plus en plus... dans des quartiers, les alimentations qui arrivent, mais les services de l'État, il faut étudier, mais vraiment il faut avoir une étude pour décentraliser certains services. Mais il y a un travail qu'on doit faire à l'intérieur ici. Il y a beaucoup de routes qu'on peut réhabiliter, qui peuvent faciliter les choses. Je donne un exemple simple. À chaque fois qu'il y a embouteillage, observez les 207. Ils trouvent toujours une solution. Ouais, ils prennent les routes secondaires. Voilà. Donc, il suffit seulement que le gouverneur de la ville observe les 207. Partout où les 207 passent en cas d'embouteillage, il faut asphalter ces routes. Donc, c'est là les solutions provisoires. Donc, il suffit seulement... Des solutions, il y en a. Hein, des petites solutions, mais la grande solution, pour moi, c'est le chemin de fer, c'est la rocade. Alors, je vais vous demander, je vais vous donner l'occasion de souffler. On va prendre ces dossiers. Nous avons essayé de réfléchir au niveau de la rédaction de l'émission. Pop Kidibou et Amourane sont allés dans le rue de Kinshasa et on va vous présenter la situation. Là, vous nous avez sur le tableau, mais regardons maintenant la situation sur terrain. Qu'est-ce qu'il y a sur terrain? Regardez ces images. Kinshasa, avec plus de 15 millions d'habitants, suffoque. Chaque jour, ces artères s'engorgent, transformant la capitale en un vaste parking à ciel ouvert. Les embouteillages monstres, désormais une fatalité pour les Kinois, paralysent l'économie, épuisent les nerfs et volent un temps précieux, un calvaire quotidien devenu la norme. Comme par exemple sur Avenue de la Libération ex-24 novembre, la situation est devenue ingérable depuis un moment. Les motards, pourtant souvent pointés du doigt, dénoncent à leur tour un système à bout des souffles. Ah, toza na Itaga 24. Bon, embouteillage awa na 24 awa. Ezali ba sorti. Soto bandi nanu. Réveil kimo. O primaire. Kobima na bango bana classe. Bami touwe kozwa bana. Ekaya embouteillage. Mot des arts 24. École belge. Bana balega tellement belé. Bami tuka na bango. Kobima na kokota. Ekaya embouteillage. Soto elisuna awa na de la science. Ba mituka na ba parking ya mituka. Ba DC7 ko bombe. Ekaya embouteillage. Même na raya. Ba DC7 c'est bombara wana. Ekaya embouteillage. Mauvais stationnement ouais na raya awa. Moto amukie, amunene te ba fo ba eloko wana. Mutu keza munene, moto za mukie. Moto ko sangana ta 3 motos awa. En vimate. On comprend? Moto a été essence unique. Pour créer un embouteillage à la passe. Embouteillage est à la base de embouteillage. Pas politicien. Au moins de boucher zaboué. Il y a pas outil qu'on a. Ailleurs les cas. Sens unique. Donc pour ebi mouton kanga zate. Ah tout le monde a des makam. On a dit ben t'as qu'on a des tondi. Plein. Moment na ya tiki kuna général. To ministre. Aïe les bénas sont finis qui a penako, surtout ba JR. Yo lobani. Fi muka boy na njoto. Bon on a senga bena la mokonza mboka. Faut alandela ba politicien, ba ministre, ba général. Po na mboka o so pesi mutu pété. Akomi otamo ndenga lingi. Donc faut atelemela ba ministre na ye. Na ba général na ye bango pe baza base
y a embouteillage dans la ville de Kinshasa. Pour cet usager des routes, lui de son côté préfère la moto à la place des taxibus. Pour l'embouteillage, bon, pour l'embouteillage, premièrement, posant la courtoisie routière. Il y a un chauffeur. Deuxièmement, quand on a continué à faire la deuxième bande. Courtoisie routière, même si on a ordre, on va faire la deuxième bande. Et ça m'a bien macassé. Parce que il faut pas faire un exemple et se comporter mal. Ce qui va la deuxième bande, c'est que les petits peuples, c'est que papa n'a pas par exemple pour Banabalanda. Professeur, je voudrais que vous réagissiez. Ben, ce que dit le jeune homme, c'est important, même s'il se défend en tant que motard. Qu'est-ce qui se passait? Je parlais de la Gombe tout à l'heure. La Gombe, c'était le quartier résidentiel. Quand les Blancs sont partis à 60, les cadres congolais les ont remplacés. Il y avait des maisons pour les ministres, il y avait des maisons pour les généraux, il y avait des maisons pour tous les hauts cadres, il y en avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure qu'on avance, déjà du temps de Mobutu, certains se sont accaparés de maisons de l'État. D'autres ont pris même des services de l'État, de bureaux. Ils en ont fait leur parcelle. Et bon, du temps de Mobutu, on a quand même pu garder quelques maisons. Beaucoup de cadres étaient à la Gombe. Parce que si les ministres sont à la Gombe, ils n'ont pas à bousculer des gens. Il est à la Gombe, son bureau est à la Gombe, généralement, le gouvernement, le bureau c'est à la Gombe. Ça pose moins de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, des dirigeants ont commencé à vendre les maisons de la Gombe. On voit, comme les maisons ne sont pas entretenues, on les déclare bien 100 mètres. Et ils montent le dossier, ils vendent, il ne peut pas garder parce que s'il garde cette maison, d'abord il achète, bien 100 mètres, c'est la maison de l'État. C'est une résidence de l'État, des cadres de l'État. Il est peut-être logé là-bas ou il a identifié quelque part. Il monte un dossier, il achète cette maison à vil prix. Il peut acheter une maison à la Gombe à 100 000 $, ou même moins que ça, à 50 000 $. Et comme il sait que s'il garde cette maison, on va le poursuivre, le lendemain, il revend ça à un particulier, notamment à un étranger. C'est les Congolais. Il vend ça à un Libanais, il vend ça à un Indien, à 2 millions, 3 millions de $. Et au fur et à mesure qu'ils ont vendu des maisons, il n'y en a plus. L'État n'a plus de maisons à la Gombe. Des résidents, ça n'existe plus. En tout cas, presque pas. Toutes les maisons de l'État à la Gombe étaient vendues aux étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il prend cet argent-là, il va acheter à Binza. Si tout le monde doit avoir une villa à Binza, ou bien, voilà, dans les environs, il achète une grande maison, il construit et tout. Et qu'est-ce qui arrive? L'Indien, il casse la vieille maison de l'État, il monte un immeuble. Il monte des appartements. Voyez-vous? Alors, maintenant qu'il y a des embouteillages, tous nos dirigeants qui sont maintenant dans la périphérie, notamment à Mbinza, ils doivent chaque matin venir en ville pour travailler. Et comme il est ministre, comme il est général, les généraux avaient des maisons à la Gombe. Maintenant, comme il est général, il a le cortège. À l'époque, il existait les camps des officiers, hein, tout autour. Voilà. Les camps des officiers vers Chaoumba, c'était les camps des officiers. Voilà. Et même là, moi, je veux qu'une situation où un colonel, il a une grande maison, une villa de l'État, et il vend son jardin. Il coupe son jardin et il vend à un privé. C'est que vous voyez, si vous regardez autour des camps de ce côté-là de Chaoumba. Tout est parti. Non, les civils sont dans les camps. Ouais. Quand ils ont construit dans les camps. Et donc, maintenant, comme ils sont en Binza, parce qu'à Kinshasa, de beaux quartiers, soit les Guinées, c'est loin, mais c'est Binza, Limité encore, c'est loin. Alors, il doit bousculer tout le monde le matin pour rentrer à la Gombe. Vous voyez les ridicules. D'autres n'en pouvant pas. Quand ils veulent, non, les gens déménagent. Hein. Les gens déménagent de la périphérie vers la Gombe. Et quand vous venez vers la Gombe, vous n'avez plus une maison. C'est le Libanais qui a tout pris. Et vous devenez locataire chez le Libanais, qui a construit un immeuble qui maintenant vous vend des appartements. Il y en a qui commencent à acheter les appartements chez les Libanais, à qui ils avaient vendu des parcelles.
Voilà le niveau du ridicule. Donc les gens n'ont pas le sens du respect du bien de l'État. Comme ceux qui construisent sur les voies qui ont été prévues pour les rails, comme ceux qui ont vendu des maisons de l'État à la Gombe. Maintenant, ça nous rattrape. Ben là, c'est pratiquement l'incivisme. C'est-à-dire que tout le monde est devenu... Même tout à l'heure, le jeune homme parlait de l'incivisme sur la route. On a vu le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, demander même qu'on puisse associer l'armée sur les routes pour réguler la circulation. Mais ça ne marche toujours pas. C'est-à-dire qu'il faudrait repenser les Congolais. Il faut repenser les Congolais, il faut repenser le Congo et les Congolais. C'est que peut-être parce que je n'ai jamais été ministre, ou je ne le suis pas encore, que je ne comprends pas. Pourquoi un ministre doit se promener avec un cortège de 4-5 véhicules? Mais pourquoi? C'est la grande question, ça. Pourquoi un ministre doit se promener avec 2 véhicules? Pourquoi un général doit se promener avec 2 véhicules de garde du corps? Mais le président de la République doit être protégé parce que sa vie est toujours en danger. On est en Afrique, on ne peut pas se leurrer. Parce que quelqu'un qui veut devenir président, il tue le président qui est en fonction. C'est normal que nous puissions le protéger. C'est une institution. Mais si tu tues un ministre, tu vas devenir ministre. Qui peut en vouloir la vie d'un ministre pour le tuer dans la rue? Pourquoi avoir un cortège de 3-4 véhicules pour créer des embouteillages? Et en plus, on prend l'essence unique. Ça, c'est des choses qu'il faut repenser. Mais tous nos dirigeants, ils vont en Europe. Ils vont en Occident, ils voient comment les ministres se promènent. On ne sait même pas quel ministre est passé. On sait même pas. Il y en a même qui viennent au boulot en métro. Mais ça doit nous enseigner. Donc je crois que ces petits comportements peuvent aider à trouver tant soit peu de solutions. Donc on a vu des scènes où un cortège vient par-ci, l'autre vient par-là, ils se rencontrent, les pauvres agents de roulage sont dans tous les sens. Et maintenant, donc en fait, les gardes de corps servent à déblayer la route. Voilà. Professeur, on va conclure. Alors, je reviens sur le tableau. Je regarde ces tableaux, je me dis, la solution, vous le disiez tout à l'heure, c'est le train ou le métro, ça serait la solution idéale. Grande solution, ce n'est pas la seule. Hein. Oui. Il y a beaucoup de solutions, mais il faut prendre tout, mais la solution la plus déterminante, c'est le train. Mais en attendant, il n'y a pas le train. En attendant, il n'y a pas de rail. Ben, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, il faut refaire les routes qui existent, il faut les asphalter. Parce que les embouteillages, c'est aussi parce que la route est en mauvais état, les gens traînent pour passer, puis les colonnes, ça se rallonge. J'ai entendu un ministre dire qu'il y a 1000 agents de roulage qui sont en formation. Il faut vraiment de jeunes avec un nouvel état d'esprit. Quand un agent de roulage, au lieu de faire dérayer la circulation, on s'attend à ce qu'on puisse donner 10 francs, et donc il ne s'occupe plus de ça, et puis ça traîne. Il faut vraiment, ceux qui sont là, ils ont rendu de loyaux services, ce qui est vrai, il faut respecter les gens de roulage. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, on peut les critiquer, mais imaginez-vous un seul jour, nous sortons le matin, il n'y a pas d'agent de roulage sur la route, la ville sera bloquée. Donc, il faut de jeunes qui viennent avec beaucoup de vivacité. Est-ce que les signalisations routières ne seraient pas la solution? Parce que nos routes sont aveugles et muets. Parce que partout ailleurs, il n'y a pas d'agents de roulage. Ce sont les signalisations routières. Mais... Les signalisations, encore qu'on puisse les respecter. Encore, il faudrait que si c'est rouge, que les gens s'arrêtent. Parce que parfois, dans certains endroits, ça marche. Mais c'est rouge, mais on continue comme si de rien n'était. Donc, il faut éduquer les gens. Mais s'il faut sévir, il faut sévir. Moi, je me dis toujours, le problème, c'est parce qu'on ne sévit pas assez. Je suis certain que si un chauffeur, qui soit surtout les chauffeurs de service public, les chauffeurs qui accompagnent les gens du cabinet, les chauffeurs des entreprises publiques, mais eux, c'est des rois télé. Donc, et puis, qui a dit qu'on ne peut pas arrêter le bus? Je peux donner un exemple de l'OVD ou des ministères. Qui a dit qu'on ne peut pas les arrêter? Pourquoi on les laisse faire ce qu'ils veulent? C'est simple. Il suffit seulement de créer un incident, on arrête le bus qui transportait les agents de l'OCC. C'est connu. Monsieur, le bus, on ne vous arrête pas, vous pouvez aller au boulot, mais le bus est arrêté, ça va la fourrière. C'est une leçon qu'on va donner, donc tout le monde sera en retard au bureau. On va poser la question pourquoi? Parce que les chauffeurs font une bêtise dans la rue, on le révoque. Commençons par construire cette fourrière où on mettra le billet. C'est encore notre problème. Il faut commencer quelque part. Donc moi, je suis d'avis qu'il faut sévir. Partout ailleurs, l'État, c'est le policier.
L'État, c'est le policier. Alors chez nous, comme on ne respecte plus le policier, on ne respecte l'agent de l'État, l'État, ce n'est même pas le ministre. Le ministre à son bureau, on ne le voit pas. L'État, c'est l'agent de roulage. L'État, c'est le policier dans la rue. C'est lui l'État. C'est lui l'indicateur. Donc si nous ne respectons plus les policiers, donc il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Parce que le ministre, on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Les autres, on ne le voit pas. Donc il faut réhabiliter l'autorité de l'État à travers l'autorité du policier. Quand quelqu'un est en infraction, on l'arrête, il paye une forte amende et les gens vont se discipliner. Nous sommes arrivés à un point où la constatation ne suffit plus. Professeur Adolphe Voto, il nous reste 5 minutes. Je voudrais que vous puissiez résumer notre leçon du jour. S'il faudrait résumer, on retient quoi? Je voudrais dire ceci. On a de sérieux problèmes. La ville est en danger. La ville peut s'arrêter un jour et qu'il faudrait que nous puissions prendre conscience de ça. Il faudrait vraiment que... il ne faudrait pas que la guerre civile ou le désordre ou la révolte explose à Kinshasa à cause des embouteillages. Moi, les embouteillages m'inquiètent. Autant qu'il y a la guerre à l'Est, autant les embouteillages, ça couvre un feu à Kinshasa. Les gens, ils en auront ras-le-bol. Vous savez, un quidam qui prend ses enfants, qui les amène à l'école, qui rentre, qui met sa vie, il ne s'intéresse pas à la politique. Mais quand il ne sait plus aller déposer ses enfants à l'école, les pauvres enfants qui dorment dans... Il y a des histoires terribles. Des enfants qui sont dans la voiture, une fille qui doit faire pipi dans la voiture parce que c'est un enfant, à cause de ses frères. C'est grave. Donc, ces problèmes d'embouteillage, il faut qu'on le prenne par le taureau par les cornes. Et pour moi, il faut commencer, je ne sais pas, on fait la promotion pour, comment on appelle ça, Metrokin. Metrokin. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais vraiment, c'est un projet qui doit être accompagné par le gouvernement. Il faut qu'on commence. Parce que tant qu'on diffère le problème, les gens disent qu'il y a beaucoup de voitures à Kinshasa. Ce n'est pas beaucoup de voitures à Kinshasa. Kinshasa, c'est moins d'un demi-million de voitures. Si on vous dit qu'il n'y a pas de voitures, il y a beaucoup de voitures, donc vous voulez dire que le jeune homme qui termine ses études aujourd'hui ne peut pas s'acheter ta voiture. Tous ces jeunes gens qui commencent à travailler, les ambitions, c'est s'acheter une voiture. Et tous les jours, il y a des centaines de voitures qui rentrent à Kinshasa. Tous les jours. C'est quand même bizarre, en parlant justement de ces projets Metrokin, c'est le seul projet qui a traversé 3 gouverneurs. Le projet a commencé avec le gouverneur Kimbuta, et le projet a continué, il y a été projet avec le gouverneur Ngobila. Aujourd'hui, Bumba, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à réaliser ces projets sur la ville de Kinshasa. Ça, je ne comprends pas, vous êtes journaliste, je crois que vous pouvez creuser ça. Bon, mais vraiment, ça, c'est le projet salutaire. Ça, c'est la solution durable. Et tout ce que nous faisons, ça nous permet, c'est des épiphénomènes, ça nous permet quand même de respirer, mais ça va nous rattraper après. Or, avec le train, un train qui déverse des gens. Quand le train de Massina venait encore, vous voyez, quand ça arrivait à la gare centrale, vous voyez la masse des gens qui sortent. Et donc, maintenant, si c'est régulier, donc, les gens ne prendront plus de Wewa à moins d'une urgence. D'abord, c'est un transport sécurisé. C'est un transport qui va déverser de foule. Et puis, on va pouvoir être dans des conditions agréables. Moi, le conseil, le résumé que je veux faire, c'est commençons la construction des trains. Et je conseille que ceux qui vont s'en occuper, qu'ils aient le courage de casser des maisons qui ont été construites sur les rails. Des constructions anarchiques. Il faut casser, il n'y a pas de choix. Moi, je dirais, je ne suis pas méchant, je dirais même qu'ils n'ont même pas le droit de demander qu'ils soient indemnisés. On peut juste leur donner où aller se loger parce que c'est des compatriotes, mais ils ont été méchants pour construire parce que c'est vraiment de la mauvaise foi. Professeur Adolphe Voto, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Moi, j'ai retenu, je ne m'étais jamais rendu compte que la Gombe était encadrée par des camps militaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est... Ouais. J'ai envie de dire, comme dirait quelqu'un, je ne dormirai pas bête ce soir. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de revenir sur ce plateau. Revenez avec votre tableau. Quand vous avez un autre sujet, on a appris, j'espère que vous également à la maison, vous avez beaucoup appris. Donc, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la ville de Kinshasa, sur les routes, espérant que ceux qui nous regardent, les dirigeants, les décideurs, vont décider finalement de mettre le métro ou le train qui va carrément desservir la ville de Kinshasa. Ça serait la grande solution pour les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Prof, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À moins que vous ayez un mot de la fin, comme il est de coutume dans cette émission, vous n'allez pas partir sans parler aux populations de l'Est, certainement. Aujourd'hui, Goma Bukavu est occupé.
Beaucoup de gens pensent que c'est le message qui est en train d'être déversé aujourd'hui, que Kinshasa les a abandonnés. Un message pour nos frères de Goma et Bukavu. Vous savez, ça fait 30 ans. Mais je ne dirais pas que ça fait 30 ans. Vous savez, ce pays, le Congo, n'a presque jamais connu de paix. C'est ça notre histoire. Le Congo n'a jamais connu de paix depuis sa création. Déjà, avant 1885, il y a eu l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu Léopold II, qui a commis un génocide dans ce pays. On n'en parle pas beaucoup. Ce que nous connaissons aujourd'hui a existé avec Léopold II. Et l'ironie du sort, c'est que c'est un président, un roi d'un petit pays, la Belgique, qui commet un génocide au Congo. Et ça arrive aujourd'hui, c'est le président d'un petit pays, le Rwanda, j'aime pas trop les citer, qui commet le génocide au Congo. L'histoire se répète. Donc après Léopold II, il y a eu la colonie, il y a eu les fouets, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et puis il y a eu l'indépendance. Et juste 2 semaines après l'indépendance, la sécession a commencé. De guerre de 60 à 64. À peine. 64-65, Mobutu prend le pouvoir. Il y a eu, pendant le 32 ans, il y a eu un semblant de paix. Et c'est pourquoi Mobutu chantait tous les jours, la paix, la paix, la paix retrouvée. Nous, on ne comprenait pas. Il dit, mais vers les années 90, quand moi j'étais étudiant, quand on a commencé à marcher, tout ça, on dit, mais la paix, c'est quoi? Nous, on a besoin du pain. Hein? Vous parlez de paix, paix, c'est quoi? C'est vrai qu'on a eu des guerres, mais la plus grande guerre qu'on a eue, dans le premier Mobutu, c'était la guerre de 80 jours, même pas 3 mois. Donc on a eu des guerres, mais ça n'a pas embrasé tout le pays non plus, mais c'était dans des poches et puis ça a été réglé. Donc c'est la seule période où il y a eu un peu d'accalmie, la période de Mobutu. Et après, depuis que Mobutu est parti, jusqu'aujourd'hui. Donc, je voulais dire à la population de l'Est que ce n'est pas pour accepter ce qui se passe. Ce qui se passe, moi je constate que ça nous endure davantage. C'est pourquoi je salue les Wazalendo, qui ont dit qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse les mater, qui sont prêts à mourir pour leur pays. Et c'est pourquoi nous aussi qui ne sommes pas dans ces zones-là, nous devons être solidaires avec eux. Donc, je veux dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas abandonnés comme on peut prétendre le dire. Nous sommes avec eux, nous savons que ce pays va se relever. Et cette guerre va s'arrêter et ce pays va décoller. Merci beaucoup. C'est avec ces mots du professeur Adolphe Voto qu'on va terminer cette émission. Je vous retrouve samedi à 10h pour le grand show du week-end. Au revoir. Allez, on a décidé de quitter momentanément nos studios climatisés pour nous plonger dans le Congo profond. Nous avons quitté là, nous sommes dans la concession Mutanda Mining. Vous avez compris, hein, nous sommes à plusieurs kilomètres de Kinshasa, mais également nous sommes à plusieurs kilomètres de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Pourquoi je m'arrête ici? Tout simplement parce que je viens de découvrir, bon, je ne sais pas si je dois te dire que je viens de découvrir, mais bon, on va tous ensemble découvrir cette République démocratique du Congo. Je me rappelle d'une phrase qui est restée célèbre, une phrase de Stanley qui disait que sans chemin de fer, le Congo ne vaut un penny. Là, nous sommes sur le chemin de fer, sur le rail qui mène, comment je vais dire ça, le rail qui mène, je crois, du Kasai, Kolwezi, Lubumbashi, ces rails qui traversent pratiquement la province du Katanga. Mais ce que je découvre, ce qui est plus intéressant, pourquoi je m'arrête là, c'est de vous faire découvrir ça. Aujourd'hui, on parle de métro, aujourd'hui, on parle de train électrique, mais la République démocratique du Congo, le Zaïre de l'époque, avait déjà son chemin de fer. Bon, depuis le Congo, les Zaïre de l'époque avaient déjà son chemin de fer et le train était électrique. Regardez avec moi. Là au-dessus, vous verrez que jusqu'à présent, il y a encore des traces de ces trains électriques qui continuaient à passer ici, à traverser la province du Katanga.
Je vous laisse découvrir ces belles images que Disco Ferry Pongo va vous proposer. Découvrons ensemble cette beauté de ces coins de la République démocratique du Congo.